La mare au diable par George Sand, chapitre 2, le labour. Je venais de regarder longtemps et avec une profonde mélancolie le laboureur d'Holbein. Et je me promenais dans la campagne, rêvant à la vie des champs et à la destinée des cultivateurs. Ces richesses qui couvrent le sol, ces moissons, ces fruits, ces bestiaux orgueilleux qui s'engraissent dans les longues herbes, sont la propriété de quelques-uns et les instruments de la fatigue de l'esclavage du plus grand nombre. L'homme de loisir n'aime en général ni les champs, ni les prairies, ni le spectacle de la nature, ni les animaux superbes qui doivent se convertir en pièces d'or pour son usage. L'homme de loisir vient chercher un peu d'air et de santé dans le séjour de la campagne, puis il retourne dépenser dans les grandes villes le fruit du travail de ses vassaux. De son côté, l'homme de travail est trop accablé, trop malheureux et trop effrayé de l'avenir pour jouir de la beauté des campagnes et des champs de la vie rustique. Et pourtant la nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Le plus heureux des hommes serait celui qui, possédant la science de sa lourde besogne, et travaillant de ses mains, puisant le bien-être et la liberté dans l'exercice de sa force intelligente, aurait le temps de vivre par le cœur et par le cerveau, de comprendre son œuvre et d'aimer celle de Dieu. L'artiste a des jouissances de ce genre dans la contemplation et la reproduction des beautés de la nature. Mais, en voyant la douleur des hommes qui peuplent ce paradis de la terre, l'artiste au cœur droit et humain est troublé au milieu de sa jouissance. Un jour viendra où le laboureur pourra être aussi un artiste, sinon pour exprimer, du moins pour sentir le beau. Je marchais sur la lisière d'un champ que des paysans étaient en train de préparer pour la semaine prochaine. Le paysage était vaste et encadré de grandes lignes de verdure, un peu rougi aux approches de l'automne. Dans le haut du champ, un vieillard dont le dos large et la figure sévère rappelaient celui d'Holbein, mais dont les vêtements n'annonçaient que la misère, poussait gravement sa charrue de forme antique, traînée par deux bœufs tranquilles, hauts de taille, un peu maigres, les cornes tranquilles, les cornes longues et rabattues de ces vieux travailleurs qu'une longue habitude a rendus frères, comme on les appelle dans nos campagnes, et qui, privés l'un de l'autre, refusent de travailler avec un nouveau compagnon et se laissent mourir de chagrin. Le vieux laboureur travaillait lentement, en silence, sans effort inutile. Son docile attelage ne se pressait pas plus que lui, mais son sillon était aussi vite creusé que celui de son fils, qui menait à quelque distance quelques 4 bœufs moins robustes dans une veine de terre plus forte et plus pierreuse. Mais ce qui attira ensuite mon attention était véritablement un beau spectacle. À l'autre extrémité de la plaine labourable, un jeune homme de bonne mine conduisait un attelage magnifique. 4 paires de jeunes animaux à robes sombres avec ces têtes courtes et frisées qui sentent encore le taureau sauvage. L'homme qui les dirigeait avait à défricher un coin abandonné il y a peu de temps au pâturage. Un enfant de 6 à 7 ans, beau comme un ange, marchait dans le sillon parallèle à la charrue et piquait le flanc des bœufs avec une gaule longue et légère, armé d'un aiguillon peu pointu. Lorsqu'une racine arrêtait le soc, le laboureur criait d'une voix puissante, appelant chaque bête par son nom, mais plutôt pour calmer que pour exciter, car les bœufs, irrités par cette brusque résistance, bondissaient, creusaient la terre de leurs larges pieds fourchus et se seraient jetés de côté si, de la voix et de l'aiguillon, le jeune homme n'eût maintenu les 4 premiers, tandis que l'enfant gouvernait les 4 autres. Tout cela était beau de force ou de grâce, le paysage, l'homme, l'enfant, les taureaux sur le joug. Quand l'obstacle était surmonté puis l'attelage reprenait sa marche égale et son haleine, le laboureur reprenait tout à coup le calme des âmes simples et jetait un regard de contentement paternel sur son enfant, qui se retournait pour lui sourire.
Puis la voix mâle de ce jeune père de famille entonnait le chant solennel et mélancolique que l'ancienne tradition des pays transmet, non à tous les laboureurs indistinctement, mais aux plus accomplis dans l'art d'exister ou d'exciter et de soutenir l'ardeur des peu de travail. Il se trouvait donc que j'avais sous les yeux un tableau qui contrastait avec celui d'Holbein, quoique ce fût une scène pareille. Au lieu d'un triste vieillard, un homme jeune et dispos. Au lieu d'un attelage de chevaux efflanqués harassés, un double attelage de bœufs robustes et ardents. Au lieu de la mort, un bel enfant. Au lieu d'une image de désespoir et d'une idée de destruction, un spectacle d'énergie et une pensée de bonheur. C'est alors qu'en voyant ce couple si beau, l'homme et l'enfant, accomplir dans les conditions si poétiques et avec tant de grâce unie à la force, un travail plein de grandeur et de solennité. Je sentis une pitié profonde mêlée à un regard involontaire. Heureux le laboureur, oui, sans doute, je le serais à sa place, si mon bras devenait tout un coup robuste et ma poitrine devenait puissante, pourrait ainsi féconder et chanter la nature, sans que mes yeux cessassent de voir et mon cerveau de comprendre la beauté mystérieuse des choses. Mais là, cet homme n'a jamais compris le mystère du beau, et cet enfant ne le comprendra jamais. Je connaissais ce jeune homme et ce bel enfant. Je savais leur histoire, car ils avaient une histoire. Tout le monde a la sienne. Quoique paysan et simple laboureur, Germain s'était rendu compte de ses devoirs et de ses affections. Il me les avait racontés naïvement, clairement, et je l'avais écouté avec intérêt. Quand je le regardais labourer assez longtemps, je me demandais pourquoi son histoire ne serait pas écrite, quoique ce fût une histoire aussi simple, aussi droite et aussi peu ornée que le sillon qu'il traçait avec sa charrue.